Un des aspects qui m'a tout de suite fasciné dans l'hyperconnexion, c'est l'incidence que cela a sur notre cerveau. On a déjà abordé les manipulations à court terme qui reposent sur des biais cognitifs avec Carl Pinault dans l'épisode 10, ou les impacts sur la formation de nos opinions avec Albert Moukeber dans l'épisode 7. Mais aujourd'hui, nous allons aborder les impacts de l'hyperconnexion sur la construction de notre cerveau, notamment au début de la vie. Pour cet épisode, je reçois Anne Monnier. Anne est titulaire d'un master en neurosciences et est spécialisée dans les questions liées au réseau de l'attention. Elle travaille aujourd'hui à l'Institut Mines Télécom, un établissement public voué à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique au service des industries. Son expérience et ses lectures lui permettent d'établir des ponts et des pistes de réflexion sur les liens et les impacts entre réseau attentionnel et numérique. Elle est également la chroniqueuse du podcast Anna the Scientist où elle vous invite à découvrir différents phénomènes cognitifs au travers des théories neuroscientifiques modernes. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute! T'es là pour décrypter avec nous les phénomènes scientifiques au niveau des neurosciences. On va voir en quoi notre environnement façonne notre cerveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça ? Alors oui, ce que je peux dire, c'est peut-être simplement pour poser la problématique générale dans les chiffres aujourd'hui. En fait, à 2 ans, on passe en moyenne, en tout cas dans le monde occidental, 3 heures devant les écrans. À 10 ans, on passe déjà à 4h45 par jour. Et à 15 ans, on est déjà à 6h45, ce qui est beaucoup. Et puis finalement, dans notre vie quotidienne, ensuite, à l'âge adulte, on est quasiment à 8 heures par jour passer devant les écrans, notamment pour travailler. Donc en fait, il faut songer qu'on a aujourd'hui, en 2022, 8 fois plus de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle. Et donc la vraie question, c'est de savoir ce qu'on fait en fait de ces heures-là. Et finalement, considérant le temps passé devant les écrans, qu'est-ce qu'on ne fait pas d'autre ? Parce que ça, c'est une question qu'on ne pose pas forcément. On dit toujours, bah oui, c'est beaucoup de temps passé devant les écrans, mais c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là, au-delà même juste de ce qui se passe derrière un écran. Et finalement, comment ce changement culturel modèle notre cognition aujourd'hui, qui est une cognition. Et donc là, je vais revenir vraiment à l'environnement et à l'histoire de l'évolution, puisqu'on a une sorte de triptyque cerveau, corps, environnement, qui va modeler finalement notre cognition depuis on va dire la nuit des temps. On est fait de multiples niveaux d'organisation. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on a 86 milliards de neurones dans le cerveau. Et chaque neurone peut recevoir 1000 et même jusqu'à 10 000 connexions. Donc ça, c'est une strate. Mais ensuite, on va avoir d'autres niveaux d'organisation. Et on a aussi des différents systèmes. C'est-à-dire qu'on a le système nerveux, donc le nerveux central, qui est le cerveau, la moelle épinière, mais aussi périphérique, avec des nerfs qui vont partout dans le corps. On a un système endocrinien. On a un système aussi immunitaire. Et en fait, tout ça, finalement, c'est un ensemble qui fait notre cognition. On parle souvent de l'estomac, qui est notre deuxième cerveau. Donc finalement, pour comprendre les implications de comment l'environnement modèle notre cognition, on ne peut pas faire fi et ne se concentrer que sur les neurones. Voilà, ça c'était une sorte de préambule. Et puis pour poursuivre, on va dire, cette introduction, pour vraiment rentrer dans le sujet, puisqu'on est en neurosciences cognitives, c'est pas toujours facile à vulgariser quand on va dans le détail, mais il faut comprendre la cognition comme justement un phénomène biologique qui est l'acte de connaître le monde et qui va en fait dépendre de toute cette structure particulière. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est quelle structure, comment est-ce qu'on structure notre cerveau et ses réseaux. Et donc pour remonter un peu aux origines de la vie, puisqu'on est des êtres vivants, et puis pour remonter aussi aux origines des systèmes nerveux, puisqu'on est des animaux, on n'est pas des plantes, puis aux origines du langage et de la culture, puisqu'on est des humains. C'est une histoire évolutive de développement et d'apprentissage finalement qui est fait au fur et à mesure de l'évolution, mais aussi de la vie d'un être humain. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est comparer finalement aux plantes, c'est que finalement notre raison d'être en tant qu'être vivant, c'est de maintenir notre structure. Donc une plante va aller vers la photosynthèse. Et nous, les animaux, on ne peut pas oublier que nous sommes des animaux où on a besoin d'une autonomie motrice pour aller trouver nos ressources dans l'environnement. Vous allez comprendre le lien avec notre côté statique aussi devant un écran. Donc cette boucle dite sensorimotrice celle qui va nous permettre de connaître le monde, d'agir sur le monde, mais aussi d'apprendre. Et donc c'est vraiment ces boucles qui sont faites dans le cerveau. Et pour avoir donc étudié pendant 3 ans la neuroscience de l'attention,
on se rend compte que nos mécanismes cognitifs, par exemple, le fait de tourner le regard vers quelque chose qui attire notre attention, le but, c'est de pouvoir ensuite agir. C'est-à-dire soit, donc déjà, rien que ça, c'est un déplacement des yeux, donc un mouvement oculaire. Donc on est déjà dans le mouvement, finalement. L'attention n'est pas que une cognition interne, pour aller ensuite éventuellement nous diriger ou fuir, par exemple, ce stimulus. Donc on est forcément connecté à cette boucle, on va dire, sensorimotrice. Voilà, et donc au fur et à mesure de l'évolution, depuis les premières cellules jusqu'à l'être humain, c'est cette boucle qui va se complexifier. Au début, on est vraiment dans la capacité à se mettre en mouvement, et puis on a des millions d'années de développement, et donc par exemple, le cerveau des hominidés va tripler de volume, en 60 millions d'années environ, ce qui est assez court à l'échelle des 4 milliards d'années d'évolution de la vie. Donc cette complexification va permettre aussi qu'on puisse avoir un cortex associatif pour aller vers du offline, et donc aller vers notre fameuse cognition. On a une capacité de réfléchir sans rien faire, etc. Donc on va être déconnecté, puis on va avoir notre petit moulin qui va fonctionner. Voilà. Et donc pour finir un petit peu, rappelons que l'être humain, en fait, on est prématuré. C'est-à-dire qu'on est au bout de 9 mois et on n'est pas fini. C'est-à-dire qu'un même un bébé éléphant, il va pouvoir se mettre sur ses 4 pattes dans les 12 heures qui vont suivre, ou un bébé, je sais pas, cheval, un poulain, va pouvoir se mettre sur ses 4 pattes très vite et va pouvoir commencer à gambader, à se mouvoir. Et nous, il va falloir attendre 2 ans pour que l'enfant puisse et manger de manière autonome et se mouvoir. Donc on est clairement prématuré. Alors ça, c'est dans l'histoire de la taille des bassins, etc. Le fait qu'on se soit redressé. Mais qu'est-ce que ça, la conséquence directe, c'est qu'on a une partie de notre vie enfant qui va durer quasiment 2 ans, qui va être cette période critique, très vulnérable, où on va terminer une grande partie de notre cerveau, mais qui en fait, c'est un cerveau qui va se développer jusqu'à l'âge de 25 ans, et qui va avoir une plasticité extrêmement forte. Et cette période critique, jusqu'à l'âge de 2 ans, on a plusieurs périodes critiques. Celle jusqu'à 2 ans, c'est notamment la raison pour laquelle on dit 0 écran avant 2 ans, c'est pas pour rien, et donc vous allez comprendre tout à l'heure. Ok, super, super riche. Alors déjà, je trouve que il y a des choses qui ressortent effectivement qui sont pas forcément évidentes de prime abord. C'est effectivement que le cerveau, il est pas tout seul comme organe juste dans notre tête. Il est vraiment lié à tout ce qu'on peut vivre, à notre corps, à la façon dont on se boue et à notre environnement et à nos relations. Donc ça, déjà, je trouve que ça ouvre déjà un petit peu notre vision des choses, quoi. Le cerveau qui paraît un peu mystérieux, coincé dans sa boîte crânienne. Et puis ouais, le fait que tu dises qu'on est prématuré, ça, je trouve que c'est aussi hyper parlant, parce que évidemment que si on est encore en pleine construction et qu'on manque d'une totale autonomie et qu'on est encore super influençable en train de créer toutes nos fondations, évidemment qu'on est très vulnérable, et que les écrans dont on va parler ont un impact beaucoup plus fort, quoi. Donc déjà, je trouve qu'effectivement, tu poses de très bonnes bases pour la suite. Et donc, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que tu peux nous parler plus précisément des réseaux de l'attention, puisque tu nous as dit que tu les avais étudiés pendant 3 ans. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, ces réseaux de l'attention, et du coup, quels sont les impacts des écrans sur eux, quoi. Tout à fait. Comment ces réseaux sont créés? Effectivement, on va passer par faire un petit zoom sur les neurones et les synapses. C'est-à-dire que donc les neurones, je vous ai dit tout à l'heure, on en a 86 milliards. Et effectivement, quand on naît, il faut imaginer, on les a quasiment tous. C'est-à-dire qu'on naît avec tous nos neurones. En revanche, ils sont très peu connectés. Et donc, la première chose, c'est que ça va être vraiment ces connexions entre neurones qui s'appellent les synapses. C'est vraiment la capacité des neurones à se connecter entre eux. Comment vont se créer ces synapses? Alors, il faut imaginer que dans cette période critique, c'est absolument extraordinaire. Tout à l'heure, on a dit un neurone va avoir environ 1000 à 10 000 connexions avec les autres neurones. Donc, c'est des connexions qui vont devoir se développer de manière extrêmement rapide pendant des années pour pouvoir avoir les connexions qu'on a ensuite à l'âge adulte, etc. Et en fait, pendant cette période, sur 1 minute, donc la période vraiment critique, celle d'un enfant de 0 à 2 ans,
en 1 minute, il va créer 100 000 synapses. C'est-à-dire que pendant qu'on parle à un enfant, il aura créé 100 000 synapses. Et ça va se produire pendant 2 ans. Puis ensuite, ces synapses vont se développer comme ça jusqu'à l'âge de 7 ans, puis on va avoir une réduction au fur et à mesure jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un élagage qui va être fait sur l'ensemble de ces synapses. Alors évidemment, quand je vous dis à 15 ans, là, c'est pas à 15 ans pile. Donc on est vraiment sur et des synapses qui vont se créer de manière très forte, et en même temps, une réduction, tout ça va être plutôt progressif, et puis un élagage qui va être fait pour aller sélectionner finalement les meilleures routes de connexion entre les neurones qui vont s'étoffer, qui vont se solidifier, qui vont être de plus en plus fortes. Et donc tout ça va être soutenu par plusieurs choses. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans tout le détail, mais on va voir les hormones de croissance qui vont permettre ce développement synaptique. On va voir le sommeil qui va rentrer en jeu, qui va être extrêmement important. On va voir tous les neurotransmetteurs et notamment la dopamine qui fait partie du circuit de la récompense, qui va entretenir et solidifier ces neurones. Et puis on a une règle qui est très connue, qui est le Fire Together, Wire Together, la règle de Hebs. Donc c'est-à-dire que quand 2 neurones vont être activés en même temps, à ce moment-là, c'est là où ils vont pouvoir commencer à créer une connexion entre eux physique. Hein. Là, on parle bien des connexions physiques pour que les influx nerveux puissent passer. Donc c'est comme ça qu'on va avoir de l'apprentissage dit associatif. C'est donc les fameuses expériences pavloviennes, hein, le chien, c'est-à-dire qu'on a un chien, on met des croquettes, à chaque fois qu'on met des croquettes, on va sonner une cloche, et puis après quelques fois, quand on va sonner et puis il va se mettre à baver, puisqu'évidemment il va se mettre à saliver parce qu'à la vue des croquettes, et puis finalement quand on va sonner la cloche au bout de quelques exercices, il va se mettre à saliver tout simplement en prévision des croquettes parce qu'il aura associé ces deux. Donc ça c'est très symbolique, mais c'est comme ça que ça se passe au niveau des synapses. Donc voilà, donc c'était vraiment important de revenir sur ce principe-là, et c'est ça qui va permettre aussi, donc c'est ce qu'on appelle le conditionnement, qui va être clairement soutenu par la dopamine qui est faite dans le circuit de la récompense. Et donc, le circuit de la récompense qui va être notamment dans la recherche d'informations, circuit de la récompense qui va être très, très, très soutenu par le sucre, hein, qui est la première addiction de l'être humain avant toutes les autres, puisque c'est celui-là qui va vraiment soutenir tout le système de la récompense. Donc ça aussi, c'est très important, parce qu'on a le combo écran et sucre qui va être très, très difficile ensuite de s'en sortir s'il a été trop mis en place. Donc voilà, que c'était ma digression pour bien comprendre maintenant comment est-ce qu'on arrive au réseau de l'attention. Et donc pour se concentrer sur les réseaux de l'attention, on va en avoir 3. On va avoir le réseau qui va être sujet à ce qu'on appelle, donc c'est vraiment le bottom-up processing en anglais, donc c'est le réseau de la science. C'est celui un peu dit de la vigilance, qui va faire que on va voir un stimulus, et donc ça va capter notre attention. Donc notre attention va se diriger vers ce stimulus. Donc là, ce n'est pas nous qui avons décidé de manière intentionnelle d'aller regarder quelque chose avec curiosité, d'aller se dire « Oh tiens, je vais faire ceci, faire cela ». Là, c'est vraiment l'environnement qui va nous driver, tout simplement. Donc je pense que vous voyez très bien où je m'en vais avec ce réseau-là. Mais ça, c'est typiquement le réseau qui va être activé extrêmement fort quand un enfant, en particulier en bas âge, va être devant un écran. La stimulation visuelle forte va complètement l'absorber et va activer ce réseau-là. Donc ce réseau-là va être en permanence, puisqu'on est inactif, c'est l'extérieur qui va aller engager notre attention. Puis on a le deuxième réseau, hein, qui va être en face, qui est le réseau d'orientation, donc on appelle en anglais le top-down. Et donc c'est là où ça va être la modulation top-down, c'est-à-dire que ça va être à partir de notre cognition, de notre volonté, de notre capacité de planifier, de se dire ah tiens, j'avais prévu d'apprendre justement l'anatomie cérébrale à la maîtrise en neurosciences au hasard, petite mise en abîme. Bon je vais planifier, donc je vais me dire, même si mon livre n'est pas visible, je vais aller chercher mon livre qui est dans mon tiroir parce que c'est quelque chose de volontaire, donc c'est top-down. Et donc ça va... En fait, c'est un réseau qui est très important pour l'autonomie de pensée, pour la volonté de planifier et de décider de porter son attention sur quelque chose. Puis dans tout ça, on va avoir un troisième réseau qui est dit le réseau exécutif. Et le réseau exécutif, là, ça va être plutôt la prise de décision.
Et donc, finalement, ça va être un réseau qui, dans l'attention, on va un peu peser le pour et le contre. On va prendre ça symboliquement, mais ça va être vraiment le réseau de la prise de décision. Et donc pour faire court et pour aller droit au but après tous ces longs préambules, c'est vrai que ce qui a été noté, c'est qu'un enfant vraiment en bas âge, qui est en train de développer et ses réseaux anatomiques et ces réseaux effectivement dynamiques, qui sont ensuite à l'usage, qui peuvent s'activer même à moins d'une seconde. D'un coup, l'attention, ça va être, c'est pas un combat, parce que le mot combat, c'est un peu négatif, mais ça va être un combat de chaque milliseconde. C'est-à-dire que c'est une vigilance constante, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'éveil, on va voir, je sais pas, un gâteau qui est sur la table alors qu'on est en train de faire un truc, et on va se dire, oh tiens, un petit gâteau, hop, et là on perd notre fil. Et donc c'est ce fil, cet équilibre permanent qui est très très important pour tout un tas de choses. Peut-être on pourra en parler un petit peu après. Mais voilà les réseaux qui sont en jeu, et qui fait que si de manière très jeune, on a pu développer ce réseau aussi d'orientation, à savoir, on n'est pas juste passif derrière un écran à activer le réseau de vigilance, mais qu'on est dans un environnement à aller vers un objet, puis un autre, avec la boucle sensorimotrice qui se met en place. D'un coup, on va avoir un autre réseau qui va faire la balance, qui va être celui top-down de décision intérieure, et qui va permettre quelque chose de moins passif ensuite. Ce qu'on peut constater notamment dans un certain nombre de crèches qui ont récupéré un certain nombre d'enfants après les confinements Covid, d'enfants qui ont été volontairement ou d'ailleurs involontairement, qui quand la maman ou le papa regarde la télé et l'enfant est à côté, finalement voit cet écran, c'était pas forcément volontaire, vont être absorbés pendant des heures durant sur ces dessins animés qui s'enchaînent les uns les autres. Il me semble que tu as déjà fait des podcasts sur les enchaînements des différents réseaux sociaux, YouTube et compagnie, pour ne pas en nommer un, désolé pour YouTube. Et donc en fait, que ça s'enchaîne comme ça, qui ne permet pas le temps de respiration et l'activation d'un autre réseau. J'imagine que le premier dont tu parlais, celui qui est de l'ordre du réflexe quasiment, qui va entrer en jeu avec les écrans, c'est un réseau un petit peu, un réseau qui est plus ancestral. Qui est un cerveau un peu ancestral, effectivement, plus automatique. C'est ça, donc un cerveau, j'imagine, qui nous protégeait des dangers, qui fait qu'on était tout le temps en vigilance, etc. Absolument. Et du coup, j'imagine qu'il prend très facilement le dessus sur le cerveau, sur le régime d'attention, qui va être plus justement de la prise de décision consciente, de la vigilance constante, etc. Oui, et pour reformuler, c'est aussi effectivement, c'est un réseau de la survie, qui fait que ce réseau de vigilance permet de voir un prédateur qui farfouine dans les feuilles au loin, etc. Et donc, c'est d'ailleurs dans l'attention visuelle qui est l'objet de ma maîtrise, on voit que le système périphérique, c'est-à-dire qu'on a la focale au niveau du champ visuel, on a toute la focale, c'est pour ça qu'on déplace notre regard, c'est pour pouvoir faire le point, puis on a tout le champ périphérique, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et bien dans le champ périphérique, on est beaucoup plus sensible au mouvement, et c'est juste un mouvement qui va nous faire bouger la tête plus que finalement un contraste ou autre chose. Et pour la focale, on a besoin de contraste assez fort. Donc une notification un petit peu sur notre vision périphérique, elle va très vite capter notre attention, donc. Oui, très facilement. Voilà. Sauf si on est absorbé par un écran qui est trop fort. Oui, voilà, sauf si on est encore plus fort, effectivement, encore plus saillant. Ok. Et donc du coup, effectivement, j'imagine que ça crée des différences aussi très fortes entre un enfant qui est constamment passif et qui se laisse absorber par ce réseau attentionnel devant les écrans, à consommer du contenu en permanence, et un enfant qui commence déjà à développer son réseau de la décision, de l'intention, à aller, comme tu disais, en plus explorer aussi son système sensorimoteur. Donc ça crée des grosses différences entre ces enfants, j'imagine. Ça crée une grosse différence, et c'est là où on arrive à la période critique. C'est que c'est une différence qui à un moment donné est irréversible. Okay. Et donc on a plusieurs périodes critiques. Il y a les 0-2 ans, notamment sur ce développement synaptique, où je dis c'est 100 000 synapses à la minute. Enfin, faut imaginer, c'est quand même de la folie. À découvrir, tout à créer en fait. Donc c'est ça. Et donc on aura donc cette plasticité. Donc ça s'appelle la plasticité cérébrale. C'est la capacité à créer de nouvelles synapses ou à modifier certaines synapses. On l'a toute notre vie, mais dans des proportions
absolument incomparable, effectivement, sur cette période de 0-2 ans, puis jusqu'à 7 ans, puis jusqu'à 15 ans, puis 25 ans, puis ensuite toute notre vie. Donc moi, aujourd'hui, voilà, 35 ans, je suis encore tout à fait plastique, je suis capable d'apprendre, je suis capable de modifier certaines synapses, mais dans des mesures très très différentes, notamment à cause de ces hormones de croissance que nous retrouvons dans l'âge enfantin. Et c'est ça qui va permettre de driver ces créations synaptiques très fort. Et donc derrière, il y a un côté irréversible, et donc c'est ce qu'on voit, ce que je disais après certains enfants pendant le confinement qui ont été trop mis derrière les écrans à moins de 2 ans, en fait, ils deviennent apathiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de motivation intrinsèque. Si on les assoit quelque part, ils vont rien faire de particulier, ils vont pas aller chercher, utiliser ce réseau de l'attention de l'orientation, puisqu'ils l'auront pas développé. Et donc, ça va être compliqué d'aller le redévelopper. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on va avoir quelque chose qui ne pourra pas revenir dans des proportions normales. Donc derrière, on a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur la suite de l'enfance et sur la capacité de cognition générale sur la suite. Du coup, j'imagine que ça a aussi des conséquences sur le bien-être de l'individu. Ça doit engendrer. Bon, là, je m'éloigne peut-être un petit peu, mais j'imagine que dans cet état apathique, ça doit engendrer même des états un peu dépressifs, des manques de motivation. Enfin, ça doit être très compliqué. Bon. Alors, pour ce qui est de la dépression, si on peut en parler, parce que j'avais étudié quelques articles sur le sujet. En fait, il y a plusieurs choses en jeu. Il y a les réseaux synchronisés et désynchronisés et la capacité d'attention soutenue. D'accord. Donc, c'est un état modifié qui s'appelle le flow. L'attention soutenue, c'est un état qui nous permet ensuite de dégager beaucoup de bien-être pour plusieurs raisons. Donc, c'est vraiment la capacité, par exemple, juste pour définir le flow, c'est vraiment un juste milieu entre le challenge et l'ennui sur une tâche qui nous motive. Donc, je vais prendre un exemple, ça peut être du sport ou du sport extrême. On retrouve le sport extrême parce qu'il y a en plus la donnée d'adrénaline, mais on n'est pas obligé d'avoir d'adrénaline. Ça peut être un mathématicien qui est en train de résoudre un grand problème de maths, qui est suffisamment accessible pour lui, mais qui est quand même challengeant. Il va pouvoir y passer des heures. Et donc, le flow est défini par une capacité où on oublie le temps qui passe, on est complètement absorbé dans nos pensées, on ne pense vraiment à rien d'autre, et on va pouvoir rester comme ça plusieurs minutes, voire parfois plusieurs heures. Et donc, cette capacité soutenue d'attention nécessite un certain nombre de neurotransmetteurs, notamment la dopamine, qui va permettre de soutenir les réseaux de l'attention, et donc qui derrière, en fin de course, va permettre en fait un sentiment de bien-être, parce qu'on a un sentiment d'accomplissement d'une tâche ou de dépassement de soi, mais aussi avec de la dopamine, qui est quand même aussi une hormone. Alors, il y a plusieurs hormones, il y a la sérotonine aussi dans les hormones du bonheur, mais la dopamine en fait vraiment beaucoup partie, qui est l'hormone de la récompense, etc. Et donc, qui est vraiment le système motivationnel. Donc, dans une phase de dépression, donc là je prends plus le mode adulte qu'enfant, mais dans une phase de dépression, en fait, on a remarqué, donc il y a un certain nombre d'articles, je pourrais te redonner les liens, qui ont montré que les dépressifs avaient une moins bonne capacité d'attention. Alors ça peut être des phases, c'est pas forcément sur un tempérament général, ça peut être dans une phase de dépression, on a moins de capacité d'attention, et dans les dépressifs en fait vont vraiment avoir ce problème d'attention soutenue qui va être lié à des réseaux désynchronisés entre les hémisphères ou sur ces réseaux décrits de vigilance ou d'exécution. Donc non, c'est un vrai sujet. Et donc, si effectivement, il y a trop d'écrans, et on peut le voir quand on est passé 1 heure sur LinkedIn à faire un flux, à regarder, etc., et qu'on sort, on a la tête un peu embouillie, on n'a rien retenu, on n'a finalement rien accompli, on a eu une attention qui a été saccadée par trop de notifications. Donc, on n'a pas pu avoir cette synchronisation des réseaux permettant la libération de la dopamine. Ouais, super. Et du coup, je me pose une mini-question pour finir sur cet aparté, mais donc là, t'expliques effectivement que le flow, le fait d'être à fond concentré dans une tâche pendant plusieurs minutes, plusieurs heures peut dégager du bonheur et du bien-être. Est-ce que c'est un état qu'il faut toujours rechercher? Parce que je me dis, par exemple, LinkedIn, si je scrolle dessus pendant 15 minutes,
peut-être que le désengagement attentionnel peut faire aussi du bien, ou est-ce que tu conseillerais d'aller toujours trouver une activité dans laquelle on s'épanouisse, on cherche une certaine forme d'attention plus soutenue? Je vais prendre plusieurs exemples et je pense que je vais prendre l'exemple j'allais encore pour nommer d'un super Disney, allez, de Robin des Bois par exemple, c'est mon Disney préféré, et de la méditation. Donc ça va être le soir, je suis un petit peu fatiguée et je me dis je vais me regarder un bon film ou un bon dessin animé avec ma nièce. Puis je vais m'asseoir pendant 1h30 devant Robin des Bois. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pendant 1h30 ? Je vais avoir une attention soutenue qui va durer 1h30, mais qui va pas forcément me coûter mon énergie puisque c'est une attention de science. Donc je me laisse emporter par ce qui se passe devant mon écran. Et pour autant, quand je ferme, je suis contente, je suis passée au travers de ce film que j'aime bien. Mais c'est pas forcément pour autant quelque chose de volontaire, fastidieux, qui nécessite de l'effort. Ouais, très bien. Ouais. Donc, moi aujourd'hui, les études que j'ai vues vont plutôt à soutenir la thèse que ces attentions soutenues et de longues périodes peuvent favoriser effectivement le bien-être, etc. Encore une fois, tout est question d'habitude et de proportion. Si on parle de 15 minutes de LinkedIn dans la journée ou si on passe une année à sauter sur les réseaux sociaux d'information en information, je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de le faire 8 heures par jour, mais sur l'attention soutenue, mais qu'il y a sûrement une proportion à trouver. Ouais, non, c'est super intéressant. Puis tu fais bien de rappeler qu'effectivement une attention soutenue peut être agréable et ne pas être un effort particulier, et que ça peut quand même être un moment de détente. Je trouve que ton exemple est très parlant pour ça. Oui, et d'ailleurs je ne diabolise absolument pas l'usage du numérique, qui est quand même l'avènement d'une technologie assez incroyable qui nous donne accès à beaucoup de choses, à beaucoup de savoirs, à beaucoup de connaissances, et toute la question est aussi dans l'usage de ce numérique. On retrouve des jeux vidéo qui développent nos capacités cognitives tout à fait de manière intéressante. Oui, complètement. Et c'est pour ça que je tenais à faire cet épisode sur les impacts cognitifs et sur l'attention, parce que justement ce qui va un des gros piliers en tout cas qui va différencier des usages néfastes et des usages qui peuvent être positifs, ça va être notre rapport attentionnel à ces outils. Et si effectivement, comme tu disais, on passe notre temps à enchaîner les contenus très très courts sur les réseaux, ou si on fait des choses plus en profondeur, etc. Ça va être un des piliers, donc c'est pour ça que je trouve ça important de le rappeler aujourd'hui. Et peut-être je finirai par poser une question aux auditeurs, par leur proposer une question qu'ils peuvent se poser dans leurs usages du numérique, c'est de se dire, est-ce que là, j'ai choisi le contenu que je suis en train de voir ? Et finalement, est-ce que j'ai choisi l'activité numérique que je suis en train de faire ? Et ne serait-ce que de se poser la question, ça peut être un petit rappel qu'on se met sur notre téléphone, puisqu'on fonctionne par notification toutes les demi-heures ou toutes les heures, de rappel, est-ce que j'ai choisi ? Et ça peut nous permettre d'éviter de se faire happer par le neuromarketing utilisé par l'ensemble du monde actuel. Je ne vais même pas sélectionner juste du monde. Et de reprendre une forme de degré de liberté vis-à-vis de ce qu'on essaye de nous vendre, comme dirait l'ancien PDG de Coca-Cola. Ce qu'on vend, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et donc, c'est ça que vend la publicité, etc. Et de reprendre finalement notre propre disponibilité pour en faire finalement ce qu'on veut. Ouais, complètement. Et ce qui fait un petit pont avec le deuxième réseau attentionnel dont tu parlais, qui est basé sur un choix, une décision consciente de quelle action on va faire ensuite. Oui. Et donc, voilà, c'est qui est beaucoup plus simple, même si après si on choisit consciemment de scroller pour 15 minutes, ça va du moment qu'on en est conscient et qu'on arrive à s'arrêter au bout de 15 minutes, ce qui n'est pas toujours facile. Exactement. Ok, super. Est-ce que tu as vu d'autres gros impacts directs entre ces réseaux et nos usages du numérique ? Je pense qu'on est vraiment sur un réseau top-down moins développé sur les enfants en bas âge, et donc qui vont être corrélés aux troubles de l'attention qui ont explosé sur les 15 dernières années chez les enfants, et les baisses de QI. On est obligé de mentionner aussi ce point, puisque le QI est aussi calculé sur une capacité psychomoteur et sur une capacité attentionnelle, en fait. Si on ne peut pas porter attention à la question et aux différentes problématiques, etc., évidemment, on perd en capacité cognitive.
Et donc le QI, c'est quelque chose qui se muscle aussi, qui se travaille, et notamment grâce à l'attention, pardon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le QI même évolue, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer à différents stades de l'enfance et même adulte. Et effectivement, il peut tout à fait se développer par une capacité attentionnelle accrue et par d'autres biais. Donc le QI n'est pas forcément figé. On a une part de génétique, certes, mais en fait, on a énormément une grande part de l'environnement qui va avoir un effet sur nos capacités cognitives. Tout enfant est en capacité d'apprentissage. Faut-il encore le mettre dans une situation où il peut dormir pour aller créer justement l'ensemble de manière correcte l'ensemble de son encodage en mémoire, qui est aussi très lié à un bon sommeil. Qui va permettre d'avoir une capacité attentionnelle très forte. En début de journée, on le voit, les enfants ont vraiment une plus grande capacité attentionnelle le matin, et nous aussi d'ailleurs, mais ça se voit encore plus chez les enfants. Et donc, le QI peut tout à fait se développer dans une certaine mesure. Effectivement, ces problématiques de QI, d'attention, de bien-être aussi, de pouvoir se concentrer, avoir des intentions, et puis comme tu disais, repenser à des choses à faire hors des écrans. Parce que du coup, si on est dans cette permanence, dans ce flux permanent, on ne sait plus quelle activité faire et comment se développer. Et cela reboucle avec la question que je posais au début, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là. Et donc là, on voit aussi l'obésité a notamment explosé pendant le confinement, mais enfin, même et les problèmes cardiovasculaires dans le monde occidental. Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est entre 40 et 50% de la population qui est en surpoids. C'est juste énorme. Donc c'est aussi, quand on est derrière un écran, enfin à moins effectivement d'être en VR, en réalité virtuelle, et d'être vraiment dans une, on va dire, dans une forme de sport, c'est-à-dire que l'activité physique est aussi une des oubliées de ces heures passées devant l'écran. Donc on a tout à fait des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de sédentarité qui se sont développés avec l'usage accru du numérique, que je dirais statique finalement. Ouais, donc de très nombreux impacts essentiels, quoi. C'est vraiment. Je pense à un truc pour faire la boucle de réseau attentionnel. Je pense à mon usage aussi personnel. Moi j'ai 24 ans, donc j'ai encore quelques mois pour muscler mon cerveau avant de perdre en capacité. Mais je pense à quelque chose, c'est qu'il y a des phases de ma vie où je vais être particulièrement sensible justement à toute cette saillance, à toutes ces notifications, jusqu'à m'interrompre moi-même pour aller chercher et avoir du mal à aller dans cette attention soutenue. Parce que voilà, je me sens... notamment là, j'ai eu le Covid récemment, et j'ai trouvé que depuis que j'avais eu ce Covid, où j'avais aucune concentration tellement j'étais fatiguée, je pense, pendant 2 semaines, et du coup je suis retombée dans cette spirale un petit peu de consommation de contenu compulsive, et jusqu'à donc à mon retour au travail à avoir du mal à ne pas m'interrompre pour aller checker des réseaux ou quoi que ce soit. Donc j'ai désinstallé les réseaux du coup de mon téléphone pour me forcer à éviter. Mais du coup, comment t'expliquer ça au niveau du cerveau, qu'on a jusqu'à s'interrompre? Est-ce que c'est un besoin de saillance et de contenu? Est-ce que c'est la dopamine du coup qu'on recherche à ce moment-là? Ouais, tu as utilisé un bon terme, je pense, qui est approprié, c'est le mot compulsif. Donc dans le mot compulsif, on va retrouver le lien avec le réseau de l'addiction. Alors, puisqu'on parle des réseaux, on a parlé du réseau de la récompense, du réseau de la motivation et du réseau de l'addiction. Eh bien, c'est le même. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le même circuit dopaminergique dans le cas d'une récompense, dans le cas de la motivation et dans le cas du développement d'une addiction. Tout ça, encore une fois, ancestralement, c'est relié à de l'évolution. Il faut imaginer que la nourriture n'était pas en abondance. Donc, quand en fait, c'est ce qui a permis notre survie, ce réseau ancestral de la récompense. Donc, une théorie qu'on peut imaginer sur ton cas et sur ce qui s'est passé, c'est que si on revient donc sur un des bouquins de vulgarisation d'un journaliste qui s'appelle Sébastien Boller, Le bug humain, qui a synthétisé, qui nous donne sa vision, mais qui est une vision concaténée d'un certain nombre d'articles de recherche et de théories, qui sont où il va développer 5 comportements vraiment
basique et de type automatique sur ce réseau ancestral, qui va être la recherche de la reproduction, la recherche de nourriture, la recherche d'informations pour aller justement chercher de la nourriture et pouvoir se reproduire, d'un partenaire sexuel, mais qui va être aussi faire tout ça avec le moins d'énergie possible, puisqu'en fait, il faut de l'énergie pour vivre. Donc, tout ce qui va nous permettre d'aller trouver de la nourriture ou un partenaire sexuel, par exemple, en utilisant le moins d'énergie possible. Par exemple, Tinder, c'est juste un clic avec un pouce ou un doigt, qui était une autre affaire quelques années avant. Donc, il m'en manque un. Je suis désolée, il faudrait que je reprenne, mais en fait, tout cela va aller stimuler ce réseau de la récompense, et qui, s'il est trop stimulé, va aller déclencher un réseau de l'addiction, et donc plutôt des comportements compulsifs. Donc, en l'occurrence, si tu as passé, je sais pas, un mois vraiment chez toi, un peu alité, etc., à avoir l'habitude d'aller sur des réseaux les réseaux sont faits avec les likes, notamment, puisque on veut toujours plus. On a été aussi câblés pour toujours plus, puisque c'est ça qui nous a permis d'aller chercher de la nourriture, etc. En fait, assez rapidement, cela redéveloppe une forme de système d'addiction où on va avoir un petit réveil dans la tête qui va nous rappeler à quel point c'était agréable d'aller sur les réseaux sociaux, de voir qu'on avait des likes sur nos posts, etc. Et donc tout ça, on a beau le savoir, on ne peut pas lutter. Je veux dire, avoir des likes, qu'on le veuille ou non, ça nous fait plaisir. Et même si on se dit non, mais moi je suis détachée, je m'en fous, c'est faux. C'est un fonctionnement automatique, intrinsèque. On a le droit de s'en détacher, mais intrinsèquement, non, ça fait plaisir. Et si on a eu 100 likes, la fois d'après, on aimerait bien en avoir 102. Ça, c'est pareil, c'est comme ça qu'on est câblé. On peut lutter, on peut en avoir conscience, et cette prise de conscience nous permet d'avancer. Mais voilà. Donc c'est ça que je dirais. Après, finalement, une phase où on a des habitudes typiquement de réseaux sociaux, etc. Et bien, sur la phase d'après, où on se remet au travail, on se remet à faire d'autres choses, et bien, ça va nous revenir comme quelque chose un peu comme une addiction peut-être plus connue de drogue ou de substance. Mais en fait, l'addiction, c'est aussi l'addiction au jeu, c'est aussi l'addiction au numérique, aux réseaux sociaux, etc. C'est une proposition d'explication. Ouais, non, mais c'est clair, c'est super parlant. Et puis, effectivement, je trouve ça intéressant le fait que tu expliques que ce soit un réseau commun, en fait. Et donc, tu comprends bien que tu peux basculer d'une frontière à l'autre pour tomber dans l'addiction assez facilement, quoi. Que c'est pas que tout ça est connecté, quoi. Tout à fait. Comme tu dis, il faut en prendre conscience, s'en rendre compte. Franchement, si j'avais pas supprimer mes applications et tout, je pouvais pas lutter, comme tu dis, hein. Franchement, c'est ce que j'essaye de donner aussi dans ce podcast, des petites astuces pour comprendre, pour prendre conscience du coup, grâce à tout ce que tu nous as dit. J'espère que la prochaine fois que ça arrivera, les auditeurs, ils sauront se dire, ok, là je suis en train de me tromper de réseau attentionnel, il faut que je reprenne le contrôle de mon intention pour choisir sur quoi je mets mon attention. C'est bien dit. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut déduire au niveau de la cognition des recommandations dans nos usages numériques, des points de méfiance et de vigilance, mais aussi des usages... En fait, les usages, ce serait presque plus hors du numérique, mais en tout cas des recommandations sur les usages numériques. Tu disais donc pas d'écran de 0 à 2 ans déjà. Alors ça, c'est la première recommandation, mais là, je veux dire, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Ouais, bien sûr. Là, c'est l'Institut de la petite enfance qui est piloté par Boris Cyrulnik. Sous Macron, ça a été demandé. C'est la protection des 1000 premiers jours de l'enfance, 1000 considérant aussi les 9 mois de grossesse, de la phase fétale, etc., jusqu'à l'accouchement. Et donc, c'est cette grande vulnérabilité. Donc ça, c'est clair que c'est le numéro 1, c'est 0 écran avant 2 ans. Voilà, on a le droit de voir une petite photo de papy-mamie sur le téléphone une fois de temps en temps, mais à part ça, c'est juste 0 écran. Il n'y a pas de dessin animé qui tiennent, il n'y a pas d'écran. Et d'ailleurs, on le voit très vite. Je pense que tous les auditeurs qui ont des enfants savent très bien à quel point ce téléphone happe complètement l'enfant, le rend hyper frustré, lui déclenche des crises quand on lui enlève, etc. Et ça on rappelle 100 000 synapses à la minute. C'est ça, la création des réseaux de connectivité à moins de 2 ans.
Donc ça, c'est la recommandation numéro 1. Mais j'irais même sur la recommandation numéro 2, c'est qu'avant 7 ans, ce soit un usage extrêmement mesuré de ce numérique et que, en fait, on se repose bien la question, qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant qu'on met un enfant 2 heures devant un écran? Qu'est-ce que cet enfant ne fait pas? Qu'est-ce qu'il ne développe pas de manière motrice? Qu'est-ce qu'il ne développe pas dans sa curiosité, dans son contact aux autres? Parce que ça, c'est aussi une des choses qu'on avait oublié de parler, qui est l'isolement. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais je suis pas isolée parce que justement, c'est des réseaux sociaux. Oui, mais dans le contact humain, dans la chaleur humaine, dans ce regard qu'on porte les uns aux autres, dans l'interaction. Un enfant va aussi se construire socialement. À comment est-ce qu'on interagit, comment je me positionne, c'est quoi les codes sociaux. Tout ça se développe aussi à moins de 7 ans. Donc s'il passe effectivement 3 heures devant un écran pendant ce temps-là, alors il va peut-être pouvoir identifier des situations dans ce qu'il voit sur son dessin animé ou sur ce qu'il voit dans sa vie, dans une vidéo par exemple. Mais est-ce qu'il pourra transposer dans la vie réelle? C'est pas certain, puisqu'il n'aura pas forcément fait cette boucle sensorimotrice à tester en fait ce qu'il aura appris dans le monde réel. Voilà, donc c'est peut-être tout simplement se reposer cette question, qu'est-ce que mon enfant ne fait pas quand je le mets derrière un écran? Ouais, les écrans, c'est la solution pratique et facile en apparence, mais en fait, vu tout ce que tu nous dis aujourd'hui, vu tous les impacts que ça a, il faut vraiment faire attention à ces recommandations, puisque, comme tu disais, après, pour récupérer ce qui n'a pas été construit, c'est quasiment impossible ou très 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 difficile. Donc c'est très bien de faire cette sensibilisation-là. Et à contrario, pour ramener un petit peu de positif, on parlait des jeux vidéo. Voilà, quels sont les usages qui peuvent être encouragés et bénéfiques? Est-ce que si on contrôle, si on est peut-être en famille devant un écran, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être bénéfiques pour l'enfant? Oui, tout à fait, et que ce soit encadré, c'est-à-dire que jouer à Nintendo, je sais pas quel je dis toutes les marques là aujourd'hui, des jeux vidéo, quand c'est encadré, quand on donne les règles, on dit bah c'est pendant 1 heure, tu joues avec ton frère ou ta sœur, donc c'est un jeu à 2 personnes, il y a une sorte de petite compétition. Et puis on apprend la frustration à l'enfant, c'est-à-dire qu'au bout on sait tous, enlever un enfant d'un jeu vidéo, c'est compliqué, mais du coup, on apprend à gérer la frustration, à dire bah pendant 1 heure on a fait ça, on s'arrête à 2 parties, on pose des règles, et donc voilà, c'est pas un mal en soi de faire 1 heure de jeu vidéo le samedi avec son frère, mais je pense qu'il y a quelque chose de toujours mesuré, avec des règles qui sont posées, avec un temps, avec quelque chose qui peut être social, et dans ce cas, et voire moteur, dans tous ces jeux qui se sont développés de manière développement moteur, où c'est tout à fait intéressant, que ce soit, il y a des jeux de musique aussi, qui peuvent tout à fait soutenir le développement pédagogique. Mais tout n'est pas forcément bon. Voilà, si c'est pour le mettre devant Candy Crush en prétextant que c'est un jeu vidéo, Candy Crush qui est très très bon sur le circuit de la récompense, très très bon, très addictif, compulsif dès la 2e partie. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'aller sur du Candy Crush parce qu'il y a peu de compétences développées avec ce jeu. Ok, super. Si on constate que là, notre enfant, il a déjà 5 ans, il a quand même eu des écrans, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à renforcer ses réseaux de l'attention plus maîtrisés et l'éloigner peut-être des écrans, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres manières de le travailler? Parce que bon, à 5 ans, on va avoir du mal à le mettre à la méditation, peut-être. Non, c'est pas vrai. Alors, Ah ouais? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a justement des programmes de méditation. Alors, on va plutôt appeler ça relaxation, Okay. On va appeler ça des exercices d'attention, tout simplement. On a aussi le neurofeedback, qui est une technique avec de l'électroencéphalographie. En fait, on mesure en temps réel l'activité cérébrale de quelqu'un, et notamment certains marqueurs de l'attention. Et donc, on va pouvoir dire à l'enfant s'il est en attention ou pas, avec un écran en face, et on va lui faire un exercice et où il va devoir soutenir son attention. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des exercices de neurofeedback qui permettent de rétablir, soit pour les enfants qui ont des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, d'aller réguler cette attention. Donc effectivement, je pense qu'on est sur un switch. C'est sûr qu'il y a des règles à mettre en place. Si on a un immense écran au milieu de notre salon, comme ça arrive à beaucoup de gens, qui parfois même est allumé en permanence, ça arrive aussi à beaucoup de gens.
Ça peut être tout simplement de nouvelles habitudes à mettre en place, à savoir éteindre cette télé et qu'elle ne s'allume pas avant 20h. Ça peut être de mettre cette télé dans un autre endroit, peut-être une petite pièce, un petit salon ou dans la chambre des parents pour que ce ne soit pas accessible à l'enfant. Qu'il n'est pas, parce qu'évidemment, s'il voit l'écran et qu'il a été habitué pendant ces 5 ans à le regarder, à avoir toujours quelque chose dessus, en fait, ça va le tenter de le mettre sous le nez, puisque du coup, avec le réseau de la science, il va voir cette télé et il va vouloir l'allumer. Donc, on peut aussi déplacer les écrans ou ranger les téléphones pendant un certain temps quand on est avec les enfants. Et effectivement, c'est sûr que ça prend plus d'énergie d'aller jouer dehors ou sur le balcon ou même en intérieur. Ça va demander plus d'énergie aux adultes, mais oui, c'est de s'occuper des enfants et de développer d'autres capacités motrices, etc. Donc il y a un moment, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est de couper les écrans, de faire autre chose. Potentiellement, c'est encore plus dur ensuite, et ça demande encore plus d'énergie, de lutter contre un enfant addict aux écrans. Si on l'a habitué, alors peut-être que si on prend dès le début de bonnes habitudes, ce sera effectivement plus de présence et plus d'attention à l'enfant en permanence, mais peut-être qu'il n'y aura pas ce moment conflictuel. Pour avoir vu quelques reportages ou des choses comme ça avec des enfants très, très addicts aux écrans, c'est un combat perpétuel ensuite de regagner l'attention de l'enfant, d'essayer de lui faire d'autres choses, et ça a l'air très conflictuel. Donc voilà, mon hypothèse personnelle, c'est si on prend de bonnes habitudes dès le début, peut-être que ce sera plus sain, même si effectivement il y a des moments où l'énergie sera plus... on serait tenté d'utiliser ce doudou numérique qui calme tout de suite l'enfant, mais il faut résister. Oui, tout à fait. Ok, super. Si c'est bon pour toi, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. J'aime bien finir en proposant un challenge aux auditeurs pour appliquer concrètement ce qu'on a pu dire, ou en tout cas essayer de sortir de ces théories et d'en faire quelque chose de concret dans leur quotidien. Est-ce que tu as une idée de challenge ? Pourquoi pas, ça peut être comme ça qui me vient brûle pour point, c'est de prendre un dimanche ensoleillé où on a envie de faire autre chose, de se dire que c'est une journée où on aura coupé le téléphone. À la place du téléphone, donc on va le laisser dans le tiroir de la table de nuit jusqu'au soir. Quitte à prévenir les gens de d'habitude, puisqu'on est super connectés, donc à prévenir les gens avec qui on est, en disant que c'est un challenge d'une journée, tout simplement, et de remplacer ce téléphone par un petit carnet dans lequel on va noter à chaque fois qu'on souhaite allumer ou regarder le téléphone, en se disant mais attends, il est où mon téléphone, etc. Et juste de noter l'heure, de regarder à la fin de la journée combien de fois on aura compulsivement ou de manière naturelle regardé finalement. Alors bon, il y a l'heure souvent qu'on regarde sur le téléphone, à voir si on a une pendule chez soi, mais peut-être c'est pour moi les challenges en général que je propose, c'est vraiment des challenges de prise de conscience, puisque c'est à partir de ça que chacun ensuite décide de mettre son curseur où il le souhaite. Mais ce qui est important, c'est juste de se connaître soi-même. Pour regagner un degré de liberté, c'est déjà de savoir à quel point finalement on est addict d'une certaine manière au numérique. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est une bonne manière de prendre conscience, parce que là, quand on se retrouve face à son carnet, c'est vrai qu'on se dit mais attends. Bon, moi je note l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce challenge. J'aime bien aussi les challenges prise de conscience, parce que effectivement, c'est le premier pas vers de nouvelles habitudes. Donc c'est super. Merci Anne, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode avec attention. Je vous en remercie chaleureusement et je pense que votre cerveau vous remercie aussi. Cet épisode était vraiment important pour moi parce que le cerveau, c'est vraiment une ressource hyper puissante, hyper importante, qui fait ce que nous sommes et qui, en même temps, est très fragile. Et nos usages de tous ces outils, du smartphone, etc., peuvent avoir vraiment un impact très très important, des conséquences sur notre structure même, sur la façon dont on pense, dans la façon dont on arrive à se concentrer et la façon dont, in fine, on va être heureux. Et c'est déjà des impacts importants en soi qu'on a abordés dans cet épisode, mais lorsqu'en plus on se concentre sur les êtres les plus vulnérables, les plus jeunes, et qu'on voit les impacts que ça peut avoir sur le long terme et la difficulté que ça peut représenter par la suite, il me semblait vraiment important d'avoir cet épisode dédié pour sensibiliser sur le sujet, informer et pouvoir ensuite protéger nos générations futures pour en faire des enfants joyeux, heureux, curieux,
dynamiques, attentifs, etc. et qui deviennent des adultes avec ces mêmes qualités. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, vous aura informé, touché et sensibilisé et que vous en ressortirez des choses positives et des pistes pour votre propre rapport à votre téléphone portable, pour celui de votre entourage, de votre famille, de vos enfants, etc. etc. Si vous avez du mal à gérer le rapport de vos adolescents au téléphone portable, un épisode est prévu sur le sujet, sur le développement de l'adolescent et sur le rapport en tant que parent, comment on peut se positionner par rapport à ça, quelles limites poser, faut-il interdire ou pas interdire. Là, je me permets de faire un petit teaser, je sais pas quand l'épisode sortira, mais c'est aussi un sujet super intéressant. Dans cet épisode, avec Anne Monnier, on a également évoqué le flow. Et ça, pour en savoir plus, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode de Anna the Scientist, le podcast de Anne Monnier. Et c'est vraiment un épisode que j'ai adoré, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et le lien sera en description. Si vous avez aimé l'épisode et pour me soutenir, pour soutenir le podcast, qu'il soit partagé et que ce message soit diffusé, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence et un petit like sur Spotify. Et bien sûr, partagez-le autour de vous à vos proches. Pour finir, je vous laisse donc avec le challenge de Anne Monnier. Abandonnez votre téléphone pour une journée, à la place prenez un carnet, prenez de quoi noter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt!